Salut à tous et bienvenue dans la brève d'atelier numéro 3. Alors tout d'abord, pour commencer, je voudrais vraiment dire un immense merci à tous les abonnés, puisque ça y est, la chaîne a passé le cap des 100 abonnés. Alors je suis vraiment content. Grand merci, ça fait vraiment énormément plaisir, ça encourage de continuer dans cette voie-là. J'espère donc pouvoir continuer à vous faire des vidéos qui vous plaisent. En tout cas, moi j'y prends du plaisir. Voilà. Alors c'est vrai que c'est du temps, c'est pas toujours bon du premier coup. Après il y a un petit peu de montage derrière, mais enfin bon, les commentaires et puis des avis, tout ça favorable, c'est toujours vraiment agréable à entendre ou à lire en tout cas. Voilà. Alors encore une fois, un grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui, donc on va parler un petit peu de matériel. Pas vraiment de nouveautés ce mois-ci, à part au niveau librairie. Là j'ai un gros bouquin assez intéressant. Sinon c'est des choses que j'ai déjà depuis pas mal de temps dans l'atelier et puis que j'ai pas encore présenté. Il y en aura d'autres bien sûr, on va pas tout faire le même jour. Donc voilà. Alors pour commencer, des petits accessoires, toujours pareil dans la série tout bête, c'est des mandrins expansibles. Alors ça fonctionne tout simplement comme ceci. On va regarder sur un gros. Alors vous prenez ça dans votre tour, dans un mandrin. Vous avez une vis 6 pans creux, la BTR, qui va venir écarter. Voilà, on voit c'est coupé, pas évident à filmer. Voilà, et qui va venir donc agrandir. Alors très légèrement, hein, vous n'avez pas une amplitude de 2 mm là-dessus. Hein, c'est quand même robuste, épais. Donc c'est sur des petits diamètres. C'est un petit peu le reproche de ce genre de jeu de mandrin. Vous voyez par exemple entre deux diamètres, hop, on va prendre ces deux là. Bon, celui-ci, que je dise pas de bêtises, on va être environ à 9,96. On va pouvoir grimper jusqu'à un petit peu plus de 10. Et puis là on passe déjà, faut être à 12 quoi. Donc si vous avez quelque chose de 11 mm, vous allez être un petit peu embêté. Alors bon, il existe d'autres sortes de mandrins comme ceux-ci, mais bon, ça peut dépanner. Alors l'utilisation est toute bête, hein. Là j'ai mis, c'est pour exemple, on peut imaginer une petite pièce que vous ayez à reprendre que l'extérieur, donc vous pouvez pas prendre ça dans un mandrin forcément, donc vous venez serrer votre pièce là-dessus et puis vous venez faire vos passes avec votre outil tout simplement. Voilà, donc là j'ai mis 3 rondelles. On peut aussi retoucher des rondelles, hein, ça peut être pratique pour ça. Voilà, ça vaut pas très cher, mais c'est pas l'outil indispensable, mais peut être utile. Voilà, contrairement bon, à un pied à coulisse par exemple, ça on s'en sert tout le temps, tous les jours. Ça voilà, c'est bien d'y avoir. Et puis je vous dis, ça coûte vraiment pas cher. J'en ai eu l'utilité il n'y a pas longtemps justement pour une petite pièce, enfin des petites pièces à réaliser pour un ami. Voilà, ça dépanne et puis bon, ça s'use pas, hein, c'est quand même en acier donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ensuite, on a ces petits boîtiers là que vous connaissez peut-être. Donc alors on a le Tolerator, voilà, et le Filtor. Voilà, donc c'est des petits boîtiers de. Là, on va voir. Alors sur le Tolerator, c'est marqué dessus. On a donc c'est les tolérances ISO. Alors pour tout ce qui est alésage et arbres. Donc alésoir, forêt, si vous avez des trous à réaliser. Alors vous retrouvez donc là, on va être sur une tolérance H7. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est vraiment petit. Enfin, la tolérance H7, ça c'est une tolérance qui va plutôt être axée sur de l'alésoir. Donc on s'aperçoit là que de 6 à 10 mm, on a droit à un jeu de plus 15 microns. Donc c'est indiqué là, 1 micron, 1 millième ou 15 millièmes. Donc voilà pour la tolérance H7. Pour un forêt, on va être plutôt, on va dire pour être large, entre H8 et H11. Donc on sait déjà quand même des tolérances beaucoup plus larges. Sachant qu'un forêt fera jamais un trou pile poil du diamètre tout à fait rond. Par exemple H9 ou H10 qui peut être un peu courant en forêt, entre 6 et 10, vous voyez, on a déjà 58 millièmes de jeu. Et vous retrouvez les mêmes sur un arbre. Voilà. Alors bon, moi c'est des choses qu'on m'a gentiment offert, ces deux petits boîtiers là, qui peuvent être pratiques. Alors le Tolerator, je vous avoue, je m'en sers pas
bien souvent, parce que bon, je suis pas, voilà, ça peut, enfin, si vous en avez l'utilité, pourquoi pas, c'est tout sous la main, ça prend pas la poussière, vous mettez ça dans un coin à côté d'une machine, il n'y a pas de problème, ça évite de sortir des feuilles, de les abîmer, voilà. Le filtre, donc même principe là, donc on a tout un tas de filetage. Alors nous, ce qui va nous intéresser pour la plupart, c'est le ISO de chez nous, donc en M, donc je vais prendre l'exemple du M10. Donc M10, alors on va voir donc le diamètre nominal, le diamètre minimum, le diamètre de perçage, donc pour le pas, donc on a le pas à chaque fois du diamètre, donc là un pas de 1,5, donc un perçage ici de 8,5. Et puis les différents diamètres, donc diamètre minimum quand vous réalisez le filetage, maximum, profondeur dedans, enfin voilà. Ça par contre, cela c'est déjà un petit peu plus utile, je trouve. Et puis vous avez au-dessus alors tout ce qui est 3/4 en Amérique, enfin en UNF, vous avez les pas du gaz aussi, donc avec le même principe. Donc voilà. Alors on va voir ça tout à l'heure avec le bouquin. On a vraiment l'essentiel des pas. Par contre, si on cherche après du pas fin ou du pas un petit peu spécifique, par contre, on va pas les trouver. C'est un petit peu l'inconvénient de ce petit boîtier-là, mais qui est quand même bien pratique. Et puis, comme l'autre, je vous dis, vous mettez ça, voilà, à côté d'une machine, ça risque absolument rien. C'est étanche. Enfin, allez pas le tremper dans une gamelle, ça sert à rien, mais voilà, c'est toujours plus facile à manipuler que d'avoir des papiers ou de regarder sur un téléphone si on n'est pas sûr. Voilà. Donc pour les tolérances et puis pour les pas, on y reviendra. Il y a moyen de trouver encore plus précis que ça. Alors, il existe un troisième boîtier qui s'appelle Convertor. Donc vous l'aurez compris, je pense, ça parle de conversion entre les pouces et les millimètres. Alors celui-là peut être pratique, puisque des fois, suivant si vous avez des machines capables de réaliser des cotes en pouces ou des filetages non métriques, ça peut être utile, je pense, à la limite plus utile qu'un tolérateur. Bon, après ça, chacun de voir son utilité. Voilà. Alors, ensuite, alors ça, j'ai deux comparateurs. J'avais acheté il y a déjà au moins presque 2 ans maintenant, à tous mes débuts. J'ai trouvé ça sur eBay. Alors, ça nous vient d'ex-Union soviétique, même encore d'ailleurs marqué CCCP dessus. Ça, c'est des comparateurs qui ont quasiment 50 ans. Ils sont de 71, ils sont encore nickel. C'est même à se demander, ils sont déjà servis. Enfin, c'est vraiment du matériel. La qualité est vraiment impressionnante. Avoir du matériel d'aujourd'hui dans 50 ans, comment il se comportera, je suis pas sûr qu'on soit au même niveau de ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, en fait, au début, j'avais mis un petit moment à comprendre quand même comment il fonctionnait, puisqu'on se retrouve avec des... Donc, on a un comparateur, j'avais dit presque classique, plus, moins. Par contre, celui-ci qui est au micron. Donc là, on est dans le détail. Donc, vous avez un petit levier quand vous les changez à chaque fois sur votre pièce. On va revoir ça un petit peu plus tard. Vous avez le réglage ici, fin, pour venir se mettre à 0. Vous avez aussi les deux petites flèches là qui vont se déplacer. Si vous voulez contrôler par exemple une tolérance entre 10 ou plus 10 par exemple, ou plus 20 ou moins 20 comme ici. Hop. Donc voilà. Et puis donc on a ce genre de petits palpeurs, on va dire. Donc celui-ci va de 7 à 8,3 mm. Donc en plus ça a 4 points de contact sur des diamètres, donc on a quand même une chose de très précis. Donc on vient visser à l'intérieur ici. Voilà, donc celui-ci je l'avais déjà utilisé. J'en ai 3, donc oui, il est là. Donc celui-ci n'a jamais servi. Voilà, il est encore dans le papier. C'est le plus petit. Alors il y a les petites boîtes de rangement qui sont presque marrantes. Je trouve ça fait presque un peu kitsch. Une espèce de bakélite un peu marbré. Voilà, ça c'est original. On a des bacs de contrôle. Donc celle-ci qui fait 6,032 et celle-ci qui fait 9,001, donc au micron également. Voilà. Alors le principe de fonctionnement est relativement bête quand on l'a compris. Donc vous venez placer. Alors ça, ceci se règle en hauteur suivant la profondeur de votre pièce. Alors on peut très bien imaginer avoir une pièce, par exemple, vous faites une série de pièces et vous les contrôlez. Vous avez, mettons, une pièce référence. Donc vous venez placer ici, hop,
Voilà, donc vous avez l'aiguille. Et puis on peut imaginer, hop, à chaque pièce, vous revenez dans une autre pièce et vous venez lire, voilà, la cote. Voilà. Alors, de temps en temps ça bouge un peu, mais bon, faut pas oublier que c'est quand même une graduation pour un micron. Donc, moi, le jour où je réaliserai quelque chose au micron, ça sera soit un coup de bol, soit un coup de bol. Voilà. Donc, mais bon, c'est du beau matériel. Moi, c'est surtout pour ça que, en plus, j'avais payé ça misère à l'époque. Les deux, donc là, celui-ci fait de 6 à 10 mm et j'en ai un qui fait de 10 à 18. Donc, c'est le même principe, sauf qu'il est à 2 microns. Alors là, on perd en précision, hein, tant pis. Mais on peut très bien changer exactement le même. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, même principe. Donc on a ce réglage là en hauteur. Voilà. Et là on voit mieux le genre de pige. Voilà, là de 12 à 14,5. Donc on vient visser. Voilà. Et vous réglez après votre zéro. Et c'est parti. Donc c'est pas le genre de truc aussi qu'on se sert tous les jours, mais voilà, j'en ai perdu un bout. Ah, il est là. C'est vraiment des belles pièces, quoi. Ça fait du poids, il n'y a aucun jeu nulle part. Enfin, c'est vraiment impressionnant la qualité de fabrication de l'époque chez eux. Je sais pas si maintenant c'est toujours pareil, mais c'est assez impressionnant. Puis vous voyez, 50 ans après, c'est toujours là, c'est toujours précis. Voilà. Toujours la petite bakélite. Alors là, on a encore un petit peu plus kitsch parce qu'on a un petit peu de violet. Là, par contre, les goûts russes sont assez folkloriques, je dirais, mais bon, chacun ses goûts. Et puis sinon, bah, on peut sortir le comparateur et puis venir le prendre comme un comparateur sur un bras de levier, venir contrôler un diamètre, quelque chose. Voilà. Donc, comparateur précis et puis ben, multifonction. Alors j'en ai vu, on en trouve toujours hein, sur internet. Alors par contre les prix ont légèrement augmenté, mais bon après faut regarder, puis c'est pas, voilà, faut pas être pressé. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, ce genre de matériel est vraiment éprouvé et vraiment de bonne facture, de bonne qualité. Alors on a même le petit bouquin. Alors on peut retrouver aussi pour les diamètres plus importants. Les genres d'alésomètres qu'on trouve pas mal sur internet, on doit pouvoir aussi adapter le même genre de montage. Donc là c'est la seule chose que j'aurais compris, puisque vous avez bien remarqué que tout ça est en russe. Alors il y a quelques temps je me plaignais sur une vidéo d'une notice en anglais, mais je crois que je préfère encore l'anglais par rapport au russe. Voilà, 1971, donc avec l'étalonnage. Voilà, 30... ouais, voilà, on ne sait pas. Voilà, donc c'est la même notice pour les deux, il n'y en a qu'une, mais bon, c'est plus pour la voir que pour la lire. Voilà, un petit peu pour matériel. Alors on va parler aussi de j'avais présenté quand j'ai présenté l'atelier, j'avais parlé de la tête multiplicatrice. Donc on va y revenir. Je montrerai ça sur la machine, on regardera un petit peu. Donc elle est là. Je vais déjà approcher parce que ça fait quand même un poids. Voilà. Donc ça c'est une tête multiplicatrice x4, c'est-à-dire que pour un tour ici, vous en aurez 4 ici tout simplement. Voilà, faut pas faire maths sup pour comprendre ça. Donc elle est montée en plus c'est sa 40 comme ma fraiseuse. Voilà, ça tombe très bien. Donc vous avez une descente sensitive, comme on dit. Alors là, je sais pas si je vais arriver. Non, on va voir ça sur la machine. Alors il n'y a pas de marque, il y a une vieille étiquette sur la boîte qui est plus lisible du tout. Donc je ne connais pas la marque de cette tête là. Bon, j'imagine bien qu'elle a quelques années. Alors si des fois parmi vous il y en a qui reconnaissent cette tête là, l'info est la bienvenue. Voilà, merci d'avance. Donc je vais monter ça sur la machine et puis on regarde comment ça fonctionne tout de suite après. Voilà, j'ai mis la tête en place sur la fraiseuse. Donc alors, c'est pareil, c'est tout bête. Hein. On a une barre qu'on vient visser. Alors, moi j'ai mis une petite rallonge parce que sinon elle vient dans rien du tout pour empêcher la rotation.
venir bloquer. Donc vous mettez un tube, si vous n'êtes pas assez long, voilà, qui va venir s'appuyer contre le bâti de la machine et ça bouge plus. Et puis après vous avez votre descente sensitive ici qu'on peut, alors là elle n'est pas réglée, hein, mais vous avez une molette là derrière, tout bêtement. Et puis donc alors là pour exemple, je suis à 400 tours sur la machine, donc je vais être à 1600. Ici au mandrin, on peut faire un petit essai. Je pense a été conçu au départ pour justement ce genre de grosses machines comme la Sagem là, qui sont des machines, alors ma foi, fort robustes et qui bougent pas, qui sont très précises, mais par contre tout ce qui est petit perçage, c'est quand même vite limité, puisque alors celle-ci de mémoire, moi c'est 1600 tours maxi. Donc on imagine bien avec un forêt de 1 mm ou de 2 mm avec 1600 tours, suivant les vitesses de coupe, on sera pas bon. Alors que bon, là même à 1000 tours, on peut déjà arriver à plus de 4000, enfin 4000 tours, donc ça peut être intéressant. Alors après, si on a des petites perceuses comme la SP6 que j'ai, qui sont des perceuses très rapides, on a vraiment plus l'utilité de cette tête là. Bon, pour l'instant je la garde, on verra. Je m'en suis déjà servi en fait avant d'avoir le banc de perçage fonctionnel. Quand j'ai réalisé les petites lumières d'échappement sur le mini moteur à vapeur, voilà, parce que sur ma perceuse à colonne j'avais pas la précision, avec les taux, tout ça, donc j'avais choisi de mettre la tête multiplicatrice sur la fraiseuse et de faire comme ça du bon boulot. Voilà, mais c'est vrai que j'en aurai maintenant moins l'utilité depuis que j'ai mon banc de perçage avec une petite perceuse très rapide pour les petits diamètres. Voilà, donc on repasse là-bas pour parler librairie. Alors donc pour terminer, on va parler bouquins. Alors j'ai ici fraîchement arrivé des États-Unis, le Machinery Handbook. Alors vous voyez l'épaisseur du truc, on peut dire que c'est la Bible de l'usinage et tout ce qui tourne autour. Ça c'est bon, c'est la 30e édition déjà. Alors c'est un bouquin que je sais plus, c'est début 1900, les premières éditions. Alors vous connaissez mon amour pour la langue de Shakespeare. C'est un peu le seul problème de ce bouquin-là, c'est que c'est en anglais, beaucoup en pouces. Même si là, notamment sur cette version-là, on retrouve beaucoup plus de codes métriques. Donc ça c'est bien. Bon alors il y a tout ce qu'il faut au niveau conversion si vous cherchez un peu ou beaucoup, parce que voilà l'épaisseur. Si vous cherchez beaucoup, vous allez trouver de toute façon après. Puis voilà, on met des petits marqueurs comme ça quand on cherche. Alors c'est un truc de fou ce bouquin là. C'est plus au départ de la curiosité que vraiment de vouloir m'en servir souvent, parce que je vous dis voilà, bon, alors on a beaucoup de tableaux, mais on a aussi beaucoup de lectures, hein, donc amis anglais, merci à vous. Voilà, des pages comme ça, au secours. Mais bon, après on a Google, on a des choses quand même de traduction assez pratiques, et puis on arrive quand même à se débrouiller avec des bases d'usinage. On retrouve quand même les mêmes termes, je dirais, pour les filetages, tout ça. Enfin, c'est une histoire d'habitude. Et alors j'ai fait plusieurs repères. Alors, je sais déjà plus ce que c'est. Il y en a un qui est collé, le premier. Voilà. Alors, là par exemple, justement, ça parle en métrique, mais en anglais, toujours. Vous ne trouverez pas de français, hein, cherchez pas. Donc là, on a tout ce qui est les explications sur les lectures de Vernier. Alors, je me suis amusé un peu sur le niveau des traductions, tout ça. C'est quand même relativement bien fait. Et voilà, donc après, on passe sur les micromètres, sur les choses comme ça. Les lectures, ça c'est pas mal. Alors ici, on a, je suis déjà trop loin, ils sont pas très bien ces trucs là. Voilà. Alors ici, on a un truc qui peut être pratique, à condition d'avoir la conversion à la fin, puisque
Je vous rappelle que tout ça est en pouces, mais bon, c'est pas forcément très grave. Vous allez voir qu'on y arrive très bien. Si vous voulez réaliser par exemple des trous sur un nombre de trous définis sur un diamètre, et bien avec ces tableaux là vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez votre référence ici, donc qui est au centre, le nombre de trous, alors ça va de 3 trous et puis hop jusqu'à 24 trous, donc il y a déjà 24, même plus que ça, je dis des bêtises, 33, et après on change de référence, je crois. Voilà, c'est ça, donc de 1 à 33 trous sur un diamètre. On est large. On est large. Alors vous avez tout simplement x, y, moins x ou plus x, et puis bah, vous allez avoir les cotes en partant de votre point de référence, donc ici qui sera je vais le mettre autrement, voir si vous allez y voir quand même quelque chose. Vous avez votre point de référence au centre du cercle, donc là on voit les 5 trous par exemple. On va dans la petite colonne 5 holes, 5 trous, et puis donc le trou numéro 1, donc en X on bouge pas puisqu'on sera sur cet axe là, et on va se déplacer de 0,50 pouces en Y. Voilà, donc on va venir ici, et etc. Après vous avez toutes les cotes, et puis vous allez vous trouver à l'emplacement pile poil pour vos trous. Alors à la fin du bouquin vous avez les conversions. Après si vous avez 5 trous à faire, ça fait 5 conversions, vous marquez ça sur un petit papier, c'est pas non plus la mort. On peut les trouver en millimètres, hein, j'en suis sûr, mais aussi précises et aussi complètes que ceux-là. Donc voilà, vous avez vos millimètres, soit en fraction, voilà, soit en numérique, là, en pouces, et c'est au millième de pouce près, donc vous trouverez vraiment la cote qu'il vous faut. C'est assez fou. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Métrique, ça nous intéresse. Voilà, vous avez toutes les normes, toutes les dimensions, toutes les tolérances, même je dirais, sur tout ce qui est boulonnerie. Voilà, tous les pas possibles et imaginables. Voilà, les boulons, des six pans creux, têtes rondes. Enfin, vous avez vraiment tout ce qui existe. Je crois qu'ils n'ont rien oublié. De toute façon, pour avoir un bouquin de cette épaisseur là, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, donc les petits tableaux avec le diamètre nominal à chaque fois, les correspondances entre le pas et le diamètre. Voilà. Même chose bien sûr pour les écrous. Voilà, si vous avez des écrous à réaliser, vous avez là aussi les codes, ça c'est intéressant. Alors pareil, vous faites votre petite conversion, hein, c'est pas la mort. Et puis puisqu'on est dans les filetages, voilà, si je dis pas de bêtises, alors par rapport à notre petit filtor qui tient dans la poche, contrairement à la Bible là, mais voilà. Alors donc on retrouve tous les pas internes, mais un petit peu plus loin, externes également. Parce que c'est pas du tout, en fait, moi je me suis déjà fait avoir avec ce truc là. Je sais plus sur quel diamètre, mais mettons M8, vous n'aurez pas du tout les mêmes cotes de tolérance entre un filetage interne et externe. Faut le savoir. Voilà. Donc là, pas de problème, vous avez les deux. Et puis, gros avantage, si vous faites un peu de pas fin ou de pas, je vais y arriver, de pas un peu exotique. Je vois par exemple M12, on a le pas de 1,75, de 1,50, de 1,25 et de 1. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. M10 pareil, 0,75, 1, 1,5, donc rien à voir avec ça, beaucoup plus complet. Donc on retrouve les mêmes, c'est rassurant déjà. Par exemple si on vient sur M10, voilà, M10 donc 150, donc vous avez la tolérance, donc H6, enfin 6H chez eux, et puis bon, vous retrouvez vos dimensions qu'on va retrouver là. Puisque là pour le coup par contre tout ça est en millimètres, donc c'est quand même déjà bien pratique. Vous n'avez pas de conversion à faire, donc voilà, diamètre minimum 8,376, 8,376 on le retrouve ici, donc c'est bien les mêmes. Et puis par contre vous avez pour des pas fins ou plus épais, voilà. Donc ça c'est vraiment génial. Vous en avez 2, 3, 4, vous en avez 5 pages de pas. Si vous trouvez pas votre vie là-dedans, c'est que vous n'avez pas cherché. Voilà.
Alors j'ai pas encore j'ai pas encore tout fait. Il y a beaucoup de maths dès le début. Ça refroidit un peu, hein. Ça rappelle des mauvais souvenirs pour certains peut-être, dont j'en fais partie. Voilà, les fractions. Voilà. C'est vraiment les. Voilà. Il y a de quoi s'occuper. Hein. Voilà, tous les calculs de surface de volume, alors vous avez tout ce qui est transmission, les différentes machines, les boîtes de vitesse, les rapports si vous voulez un engrenage, le nombre de dents, enfin, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment dommage que cette chose-là n'existe pas en français, parce que je pense que ça sauverait la vie à beaucoup de monde, et puis c'est vraiment vraiment complet. Là, je crois qu'on peut pas plus. Ils ont vraiment écrit petit en plus. Donc vous imaginez le boulot pour un bouquin comme ça. C'est peut-être aussi ça. Je pense que il n'y a jamais eu un fou qui ait envie de faire la traduction de ce truc-là. C'est dommage parce que ça serait quand même un fou qu'on remercierait énormément, je pense. Voilà. Donc si, bon, bah, si vous trouvez... Alors après, hein, vous en trouvez des versions plus anciennes. Là, ça doit être la dernière, qui fonctionne tout aussi bien. Alors vous aurez un petit peu moins de métrique, c'est vrai. C'est l'avantage avec celle-ci de version d'édition. Mais vous avez quand même 99,5% d'anglais. Faut s'y résoudre. Alors après, si vous maîtrisez l'anglais, sautez là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Par contre, alors c'est bien, moi j'ai trouvé, alors je ne sais plus le site, j'ai trouvé aux États-Unis, il y a tous les prix. Celui-là, j'ai eu le payer dans les $80, $82. Bon, il y a les frais de port qui piquent un peu. On arrive à $100, on arrive à peu près à 80 à 90 euros. J'en ai trouvé les mêmes à 110 $, voire 120. Donc attention. Choisissez bien. Alors, il existe une édition plus grande. Par contre, apparemment, au niveau de l'écriture, tout ça, ça change rien. Puis du coup, les pages sont apparemment un peu décalées, ce que j'ai compris. Donc, c'est pas forcément. Moi, au début, j'étais parti sur cette version-là, et je me suis aperçu qu'on n'y verrait pas mieux. Donc, je me suis contenté de la version classique, puis qui est un petit peu moins chère aussi. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ne vous emballez pas sur le format, vous serez pas plus servi. Voilà pour le côté librairie. Bon, pour aujourd'hui, on va être pas mal, je pense. Alors au début, je comptais vous parler de mon... Enfin, je vais vous en parler du faux plateau pour le montage de mon Mandrin 4 morts sur le tour. Je comptais faire ça à la suite de la vidéo, mais bon, je m'aperçois... on doit être pas loin de 30 minutes déjà, je pense que c'est déjà pas mal pour un retour, on va dire. Et puis comme ça, elle arrivera de toute façon rapidement, puisqu'il me le faut, j'en ai besoin. Donc j'avais, bon là ça sera pas en vidéo, donc j'ai déjà réalisé le recto et le verso. Donc là le côté qui va venir sur le tour, donc ça c'est ce qui reproduit l'arrière de mon Mandrin 3 morts. Et puis de l'autre côté, on a donc l'arrière, enfin l'empreinte du Mandrin 4 morts, donc qui va venir ici. Et voilà, donc je me suis bien embêté la vie à usiner ce truc là, c'est un acier vraiment merdique, pour dire les choses honnêtement. Voilà, misère au niveau des copeaux, mon doigt s'en rappelle, enfin voilà, j'ai tout essayé, les vitesses de coupe d'avance, tout ça, c'était une catastrophe. Mais j'avais que ce morceau-là qui correspondait sans trop de boulot, j'allais dire, puisque j'ai quasiment enlevé même pas 1 millimètre sur le diamètre extérieur, donc c'est déjà sympa. Et puis en épaisseur, j'ai dû en enlever 2 ou 3 millimètres en tout sur les deux côtés. Donc j'avais pas beaucoup d'usinage à faire, heureusement, parce que voilà. Donc la finition... pas si mal. Bon, après c'est pour poser un mandrin, hein. On n'est pas là pour se regarder dedans. Ça fera le boulot. Alors pendant que j'étais pas trop en forme et capable d'usiner, je me suis penché un peu sur le côté informatique de la chose. Et je me suis intéressé à un logiciel de 3D, on va dire. Donc il s'appelle Fusion 360.
Bon, alors c'est pareil, c'est en anglais aussi, mais bon, il y a plein d'aides et de vidéos sur YouTube, vous trouverez ça vraiment facilement, avec de très bonnes explications. Moi qui n'y connaissais rien, j'avais déjà essayé d'autres logiciels un peu enfin, différents, j'ai jamais vraiment réussi à faire quelque chose de bien. Et là, je suis assez content de moi. Alors bon, on n'est pas vraiment dans le vraiment précis. Enfin précis, si c'est précis, mais je fais ça à ma manière. Hein, voilà. Et au niveau du dessin, bon, c'est un peu brouillon, mais je m'y retrouve. Donc là, j'ai toutes mes codes du plateau avec les trous, les diamètres, voilà, les dimensions. Et puis on ressort du coup pour voir ce que ça donne. Un petit 3D. Donc voilà, le côté 4 morts, donc avec les perçages. Voilà, le côté donc creusé là pour le côté du tour. Voilà ce que ça va donner avec les perçages. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'avec ce genre de logiciel, pour placer les différents trous au niveau des angles, tout ça, pour pas que deux trous tombent trop près l'un de l'autre, on arrive à les mettre un peu dans tous les sens et puis à faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, je suis content de moi. Et puis c'est vrai que je me suis aperçu qu'une fois qu'on a ces plans là sous le nez, c'est quand même beaucoup moins évident de faire des erreurs. Ça peut arriver, hein. On n'est pas à l'abri. Mais enfin, c'est vrai d'avoir un plan comme ça, lisible, avec toutes les dimensions qu'on trouve tout de suite, c'est vraiment super. Parce que bon, moi j'étais encore au papier, au crayon, ça marche aussi, hein, mais des fois si on fait une fausse note, ou si des fois on se dépêche et puis on écrit comme un cochon, on n'arrive pas à se relire. Donc voilà, comme j'avais un peu de temps et puis pas possibilité d'usiner, je me suis un peu consacré à ça. Et je suis content de ce logiciel. Voilà. Bon, et donc on verra ça. Alors donc pour les perçages, ce qui va être intéressant. Alors l'usinage, je ne l'ai pas filmé, puis je vous dis, de toute façon ça s'est vraiment pas très bien passé, donc on va tourner la page, dirons-nous. Enfin, le plateau est réalisé. Ce qui va être intéressant là, c'est de voir en fait donc justement la production des trous sur les deux, alors pour le coup sur deux différents diamètres, à l'aide de la visu, fraîchement installée il y a quelques temps. Donc comme ça, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment un outil super. Quand vous avez ça à faire, ça évite de se creuser la tête. C'est vraiment super pratique. Donc je pense, je vais peut-être attaquer ça ces jours-ci, peut-être demain. Donc ça va arriver rapidement. De toute façon, soyez rassurés. Et puis comme ça, on mettra le mandrin dessus. Voilà. Je peux vous l'amener. J'ai toujours le 4 morts. Donc le côté qui va bien. Tac. Voilà, et on est nickel. Donc là je suis quand même content de moi. Il n'y a pas de jeu. Idem de l'autre côté. Voilà. Le principe. Tout bête. Hop. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis encore un grand immense merci aux abonnés pour votre fidélité et puis votre enthousiasme. Voilà, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.